J'ai appuyé. Non, j'ai pas appuyé. J'ai pas appuyé. Bon. Donc j'appuie. Avant d'entrer, on m'a demandé de remplir un bulletin de satisfaction. Donc je ne savais pas du tout. J'ai dit, je sais pas, je ne peux pas m'auto-féliciter, je ne sais pas du tout. Enfin bon, en tout cas, féliciter, oui, Raphaël Israël, sûrement. Sûrement. Car c'est un des très, très beaux livres que j'ai lus ces derniers temps. Et je suis vraiment particulièrement fier et heureux de le présenter devant vous tous là. C'est formidable qu'il y ait autant de vie et de jeunesse aussi, pour parler de mémoire aussi, de nos fantômes, de nos morts et de nos héros. Toi, tu es un héros, Raphaël. Et je suis très touché de... Je te tutoie, d'ailleurs. Pardon. Non, mais bravo, mais je te tutoie. Ben, nous avons des raisons pour. Bon. Je ne sais pas. En tout cas, je suis fier de te tutoyer et heureux que tu l'acceptes. Je suis particulièrement heureux aussi de parler devant Liliane. De parler devant Liliane qui occupe une place si centrale dans ce livre. Liliane, ta femme, que tu as rencontrée à Drancy. Bravo Liliane. Et aussi devant Isabelle Ernotte, qui a tellement contribué à ce bouquin et qui, je sais, la place que vous y avez prise, c'est Raphaël lui-même qui me l'a dit. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là, toutes les deux. Donc, votre livre, enfin bon, est une très grande histoire, une magnifique histoire, celle d'une histoire de courage, celle d'une odyssée, une histoire d'odyssée au pays de la mort. Ça aurait pu être qu'une rencontre avec la mort juive, prison de Montluc, à Lyon, Drancy, puis Auschwitz, dont tu es maintenant président, je crois, de l'amicale, des anciens, de l'Union des déportés d'Auschwitz. Tu avais 18 ans quand tu es parti. Ton livre est aussi en même temps l'histoire d'une survivance, et c'est ça qui m'a aussi absolument bouleversé. C'est une survivance c'est mon sentiment, grâce à l'amour. Et c'est formidable, cette histoire, incroyable histoire d'amour. Incroyable histoire d'amour pour celle qui allait devenir, et pour toujours, ta femme, Liliane. Croisée à Drancy, comme ça, fugitivement. Il tomberait dingue d'amour, ce garçon. Je peux comprendre. Mais quand je vous ai vu, Liliane, tout à l'heure, je me suis dit, ça, c'est Liliane. Je ne savais pas que c'était Liliane. J'ai dit, ah ben non, je ne suis pas médium, je suis très intuitif, mais pas médium. Et c'est la description que vous en faites dans le livre est formidable. Le visage rond, les yeux pétillants. Et tu es tombé sous le charme, le choc, tout de suite. Il se retrouve, enfin, ils mettent du temps à se retrouver à Auschwitz, mais il va passer son temps à Auschwitz à la rechercher. C'est formidable. C'est donc une histoire d'amour incroyable, qui est plus fort que la mort. Enfin, qui la domine, en tout cas la mort. Et c'est en même temps une histoire formidable de protection, d'une certaine façon, comme il y a des anges, vous savez. C'est-à-dire que ça clive. C'est-à-dire on ne pense pas à la mort, il pense à Liliane, lui. Alors que la mort rôde tout autour. La mort, tout le temps. Ils veulent tuer. Les SS sont là pour tuer. Et tuer le maximum de gens. Lui, à quoi il pense? Où est cette fille brune, là, et ça le protège. Ça le protège. Rôle salvateur de l'amour. Tout ça dans ce livre. Absolument émouvant, bien foutu, bien écrit, que j'ai trouvé vraiment extra. C'est pour ça que j'ai accepté de très grand cœur de venir le présenter aussi. Merci d'être là, à toi, Raphaël, dans cette maison, dans ce mémorial qui est ton mémorial en partie, où l'on sent furtive, présente, les âmes de nos morts, là, par là. Mais toi, tu es bien vivant. Hein. Alors, je prends ton livre depuis le début. On va commencer, si tu veux bien. Hein. L'Odyssée, donc, le voyage au bout de la nuit, ce voyage au bout de la nuit, pas celle de Céline, hein, mais un autre voyage au bout de la nuit, commence par toi, le 8 janvier 1944 à Lyon. C'est une date fondatrice. Que se passe-t-il pour toi, Raphaël, le 8 janvier 1944 à Lyon? Tu es éclaireur israélite de France.
tu fréquentes, vous aussi, je m'en réjouis, et tu fréquentes la résistance. Tu fais des faux papiers. Tu as un faussaire. J'ai un faussaire à côté de moi. Voilà. Alors raconte. Le 8 janvier 1944. Oui, plus fort, plus fort. Ah, il n'est pas allumé. Non, mais Ça y est, il est allumé. allumé. Il est allumé. Le 8 janvier 1944, je sors de l'école, je sors de l'école centrale de Lyon, je suis étudiant et je m'en vais, place des Célestins, aux 4 places des Célestins, dans notre officine de faux papiers. C'était une officine. C'était vraiment une officine, oui, c'était vraiment... nous avions une officine très, très, très perfectionnée, très importante, vraiment très importante. Et je m'en vais retrouver mon camarade Roger Appel, qui était lui dans la résistance d'une façon permanente. Moi, je l'étais à la fois étudiant et résistant, ou résistant et étudiant, je ne sais plus, le temps se partageait entre les deux. Mais mon esprit était plus hors de l'école que dans l'école. L'école centrale. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, c'était à peu près 11h, 11h30 le matin. Je monte au 3e étage et suivant le code que nous avions, la manière de sonner, enfin bref, j'aperçois par une petite lucarne qui se trouvait dans la cage d'escalier un bonhomme rapidement qui avait déjà un béret, qui était un béret de milicien, de PPF, je vais le dire. De PPF, oui, je vais le dire. Parti populaire français. Et puis, immédiatement, une porte s'ouvre, des gars avec mitraillettes. Et hop, je rentre. Il y avait à l'intérieur déjà 1 ou 2 personnes que je ne connaissais pas. Je parle des Juifs, là. Oui. Que je ne connaissais pas. Roger n'était pas là. Et... Je me trouve en face de miliciens, dont un particulier qui sait que je dirais l'histoire et tous s'appelaient Gueule Tordue, parce que Francis André dit Gueule Tordue, et qui me dit, alors comment tu t'appelles? Je fais voir des faux papiers, mais c'était de très bons faux papiers, parce que c'était des vrais en réalité. J'avais l'identité d'une personne réelle. Donc il y avait deux bons hommes qui s'appelaient Raoul Paul Cabanel. Raoul Paul Cabanel, né à Montauban au mois de novembre 1922. Il avait un an de plus que moi, 1926. Et c'était... Et il me dit, tu t'appelles Cabanel avec ta gueule d'abyssin? La gueule d'abyssin, ça voulait dire quoi? Ta gueule de quoi? Ouais, ta sale gueule, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est ainsi que je me retrouve je tombe pris au piège dans ce système qui était terrible. Donc, ce que tu dis à ce moment-là, on va t'amener à Montluc. On t'embarque. On m'embarque vers la prison de Montluc. Hein? Oui, oui. Et ce qu'il y a de très émouvant à ce moment-là du livre, quoi? Tu me fais comme ça, non? Oui, d'abord le truc militaire, la santé militaire c'est l'école de santé militaire. L'école de santé militaire. Là, ça va pas être gai du tout pour toi. Ça va pas être amusant du tout, puisque on va te soumettre à quelque chose d'épouvantable, qui est, si j'ai bien compris, l'expérience de la baignoire. On t'immerge. Alors bon, d'abord, vous savez, je suis pris là vraiment. J'ai une traction avant avec 2 miliciens parce que on se rend bien compte que je suis un faussaire. On fabrique beaucoup de faux papiers sous toutes les formes. J'étais d'abord, je peux le dire, un spécialiste du lavage des faux papiers. Oui. C'est-à-dire que pour les gens qui avaient un bulletin de naissance, qui avaient un diplôme, un baccalauréat ou n'importe quoi, lorsque le document était intéressant et que
il était bien sûr, comme c'était à l'époque... Tu peux me le faire, s'il te plaît? Écrit, attends, ce que je vais dire, c'est qu'il était écrit à la plume sergent. Oui, oui. C'était la même chose avec l'encre, on trempait dans l'encre. Et alors, le grand système, c'est que je transformais les noms, je ne sais pas, Lévi devenait le roi, ou le vin, ou tout ce qu'on voudra. Et la grande difficulté, c'était bien sûr, qui était toute simple, c'était de conserver un papier qui reste blanc, qui reste uniforme et qui soit bien repassé pour pouvoir écrire. Les tampons étaient vrais, la signature du maire était là, du commissaire de police, tout ce qu'on voudra, on avait simplement changé. Donc je faisais ça lorsque c'était à peu près moi le seul qui faisait ce genre de choses parce que c'était un petit peu compliqué. Mais bien sûr, j'ai fait des dizaines ou des centaines de fausses cartes d'identité, de faux baccalauréats, de livres militaires, un tas de choses. Oui, alors je suis donc emmené à l'école de santé militaire. À l'école de santé militaire. Et est-ce qu'il y a pardon, juste une question comme ça. Tu dis, en quelques minutes, je suis un autre homme. En quelques minutes, je suis un autre homme. Jusqu'alors, la conscience du danger me plongeait dans une angoisse permanente. La pensée d'une possible arrestation ne me quittait guère. Lorsqu'elle survient, je suis prêt à l'encaisser. Je ressens un profond calme intérieur. Il faut te battre, se dit-il à lui-même. Je n'ai plus peur, dit-il. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'étais très méfiant. J'étais très méfiant pendant la guerre parce que mon navire Roger, qui était donc mon chef, j'en avais encore au-dessus. Hein, j'avais deux gars qui étaient vers au-dessus. Mais mon chef, je le trouvais léger dans le sens du problème de la sécurité. Et je disais Roger, t'es vraiment t'exagères, tu es optimiste, tu fais venir des gens ici, c'est pas bien, etc. Et puis, donc, je pensais qu'une arrestation était possible, à tel point, d'ailleurs, j'en parle dans le livre. J'avais fait coudre à ma mère, j'avais fait enlever, j'avais pris dans une épaulette dans mon veston, j'avais fait mettre un billet de 100 francs, en disant, si un jour je me fais arrêter, bien au moins j'aurai des chances peut-être de l'utiliser et de m'en sortir. Donc je m'attendais à tout. Et puis il y avait cette espèce de force intérieure qui est venue mais c'était immédiat. J'ai été arrêté, j'ai dit maintenant Raph, il faut te réveiller, il faut se battre. Il faut se battre. Et je savais que, vous savez, d'habitude, si j'étais un vulgaire prisonnier, c'est-à-dire un voleur, on est très angoissé. Mais là c'était pas le cas. Je disais, je suis arrêté, mais je suis arrêté pour la bonne cause. Je suis arrêté parce que j'en ai servi d'autres. Et c'était pour ça que je m'étais engagé. Je savais que ça pouvait arriver. Et tu n'as pas peur une seconde? Et j'ai pas peur, non, effectivement. Effectivement, je n'ai pas peur. Malgré ce qu'ils te font, là. Alors là, ce qu'ils me font, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Bon, je suis passé ce qu'on appelle au supplice de la baignoire. Le supplice de la baignoire, c'est... on vous met dans... On essaye de vous noyer dans une baignoire qui est de l'eau glacée, où il y a des traces de sang partout de vos prédécesseurs. Et voilà. Et ensuite, on vous frappe, y compris sur les parties sexuelles. Donc c'est vraiment très, très, très dur. J'avais une chance. J'avais toujours une chance. Et j'étais un très bon nageur. Oui, mais ça n'avait l'air de rien, mais c'est drôlement important. J'étais capable d'une apnée d'une minute. C'est ça. Bon, être une apnée d'une minute à 18 ans, c'était peut-être pas extraordinaire, j'étais pas un champion, mais c'était pas mal. Et donc, lorsqu'il vous trempe la tête pendant 20, 30, 40 secondes, alors évidemment, je faisais le gars absolument épouvanté qui était... Mais en réalité, j'avais une capacité qui m'a permis de tenir. Ils se sont rendus compte de rien. Non, ils se sont rendus compte de rien, mais moi,
ça a été très important. D'où vient ce nom, le sixième? Ton réseau s'appelait le sixième. Oui, la sixième. Oh, ça vient de... C'était une... Enfin, moi, je le prends comme une dérision. C'était la sixième section de la quatrième. disons, du commissariat aux questions juives. Alors, qui s'occupait normalement de la jeunesse. Alors, du coup... par dérision. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je l'ai conseillé. On l'a pris en tant que dérision du point de vue dans la résistance. Quoi. Évidemment. Ça, bien sûr. Oui, évidemment. Eux ne riaient pas aux éclats quand ils ont appris. Tout à fait. Moi, je l'ai pris sous cette forme-là. Oui, bien sûr. Et dis-moi, Lyon, il n'y avait pas d'étoile jaune à Lyon? Il n'y avait pas d'étoile jaune à Lyon. C'était la zone dite non occupée jusqu'en novembre 1942, où il y a eu, à la suite du débarquement des Américains d'Afrique du Nord. Donc, c'était en novembre, je crois que c'était en novembre 42. Novembre 42. Oui, c'est ça, vers le 11 novembre, 8 novembre, je ne sais plus, 10 novembre 42. Donc, les Allemands sont rentrés en zone sud. Ils sont rentrés en zone sud. Préalablement, on ne voyait pas d'Allemands en uniforme. Et il n'y avait pas sur les cartes d'identité le tampon juif comme il y avait en zone occupée. Et tu dis dans ton livre que les étudiants, les professeurs de l'école centrale étaient parfaitement indifférents à ce qui se passait pour les juifs en zone nord. C'est pour tout le monde. Ils étaient... c'était une... il y avait beaucoup... Excusez, une école de bourgeois, n'est-ce pas? Et où manifestement, les jeunes n'étaient pas... ne suivaient pas... Enfin, moi, je n'ai jamais ressenti d'aide à la résistance ou de compréhension. J'avais 2-3 copains qui avaient fait des études préalablement que je connaissais avant. Et là, ce n'était pas la même chose, comme je dirais. J'osais dire, je crois que j'ai écrit en disant on bouffait du nazi en permanence, mais à l'école, non. Non, hein. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu savais, toi, de ce qui se passait en zone dite libre? Ben, j'étais en zone libre. Non, je veux dire en zone occupée. Tu savais quoi? Tu savais les premières ordonnances anti-juives de 40? On savait tout. On savait tout, absolument. On savait tout, même un peu plus que tout, puisque la sixième, elle prenait aussi sa forme. Il y avait des gens qui étaient en zone occupée, d'autres qui étaient en zone libre. C'était un mouvement national. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui croise ton chemin aussi, qui fait une rafle à l'Union générale des Israélites de France. Il est de triste mémoire, il est de sinistre mémoire, bon, enfin, on le connaît tous. Klaus Barbie. Klaus Barbie arrive. Klaus Barbie arrive, en ce qui me concerne. Il est passé et il ne m'a rien fait. T'as rien fait? Ah non. Les choses sont passées. Je suis resté dans le cadre du PPF. Enfin, j'appelais ça la milice avant. Je disais, en réalité, c'était le PPF. Donc, tout a été réglé par les miliciens. C'était leur affaire, quoi. Ils voulaient s'en occuper, eux. Leur affaire, c'était les résistants et une partie mais c'est surtout, ils chassaient beaucoup les résistants. Hein. Donc, c'était leur affaire. Et ensuite, ils m'ont remis en main de la Gestapo après l'école de santé militaire. C'est ça. Et tu vas à la prison de Montluc après l'école du service de santé militaire. Et là aussi, tu racontes pages 54 et 55. C'est tout à fait terrible. Là, tu vois Gueule tordue, tu revois Gueule tordue, tu revois, il y a le supplice de la baignoire dont on parlait, et ensuite, il y a Montluc. Alors, c'est quoi Montluc? C'est à Lyon même, c'est une grande prison, on connaît tous la prison de Montluc, enfin, on connaît tous, pas pour l'avoir fréquentée, mais on en a entendu parler. C'est une prison militaire. Une prison militaire. C'est une prison militaire, et là... On m'amène à la prison Montluc. Alors là, j'y vais seul. Hein, la prison Montluc. Toujours, on m'avait pris en traction avant. Oui. J'étais le gars intéressant. On m'emmène. À cause toujours du truc faussaire. Oui, on m'emmène avant. Et donc, on m'amène.
je passe enfin, dans cette prison qui est... Ça m'avait donné une impression tout à fait extraordinaire. C'est une... Autant que je me souvienne, hein, je dis ça 70 ans après, je n'y suis pas retourné. Il y a, il y a des cellules au premier étage qui sont en long avec un plafond énorme, donc une grande voûte. Et on voit toutes les cellules les unes après les autres. Donc je passe là, et puis d'un seul coup après, on me fait bifurquer et je vais dans une baraque, qui est une baraque dite des Juifs. La baraque des Juifs. Et qui n'est pas, dont la plupart n'étaient pas juifs, hein, entre parenthèses. Ah bon. Je me retrouve... Manque de bol pour eux. Je me trouve avec des gars, des grands noms de la résistance. Je rencontre là Jacques Bergier, qui est responsable du réseau Marco Polo. Je me retrouve avec le colonel Ganval, qui est devenu le général Ganval et qui était chargé militaire de Roger du président Coty. Coty après. Je rencontre Hildebrandt, je rencontre tout un tas de gars. Et là, bien sûr... ils sont extrêmement gentils. Ils me voient, j'étais quand même assez... j'étais quand même assez amoché lorsque je suis rentré là-dedans. Je ne vais pas dire grelottant, mais dans un état qui n'était pas très beau. Et ils m'ont demandé ce que j'étais, ce que je faisais, etc. Et bon... Le contact a été ce qui fait qu'en permanence, pendant toute la période où j'ai été à Montluc, c'est-à-dire entre le 8 janvier et à peu près le 25 moment où janvier, tu vas partir. C'est ça, c'est cette période-là. J'étais avec eux. Et tu racontes, c'est très émouvant, c'est très court, comme ça tu dis, la deuxième nuit, tout près de toi, la deuxième nuit donc à Montluc, un vieux monsieur, juif, est malade. Oui. Tu le regardes, oui. Il allait. Il allait et puis au petit matin et il meurt dans la nuit. C'est le premier mort que tu vois. Voilà, c'est le premier mort de la guerre que je vois. Et il meurt en silence. Oui. Il était d'ailleurs pris, il avait été arrêté avec son fils. Ouais. C'est la première fois que tu es confronté à cette mort juive de la guerre. Oui, tout au moins avec ça, oui. Oui. Tes parents savent ce qui t'arrive et où tu es? Ben, c'est mes parents, ils ont su. Alors, tout est un peu complexe. J'ai été arrêté d'abord. Pourquoi j'ai été arrêté? Moi, pas prévenu. Mon ami, c'était important et intéressant si on veut comprendre l'histoire. Lorsque je suis arrêté le 8 janvier, préalablement, Roger Appel, qui était en somme, qui était en quelque sorte, on va appeler ça mon patron, c'était pas mon patron, mais enfin, on dit mon patron, avait été arrêté la veille. Et on ne m'a pas prévenu. On n'a pas pu me prévenir. Ce qui fait que normalement, il a été arrêté la veille et moi, je vais le lendemain là-bas. Ce qui fait que je ne savais rien. C'est pour cela que j'ai été arrêté, en fait. Bon, alors, en ce qui concerne mes parents... Ton papa Isaac? Oui, mon papa Isaac. Je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne sais pas comment ils ont été prévenus, hein, en définitive. Mais je me faisais évidemment beaucoup de soucis pour eux. Et eux pour toi, j'imagine. Il n'y a pas de doute. Et je sais qu'ils sont allés immédiatement faire une perquisition pour voir s'il y avait des choses dans la maison, dans l'appartement. Comme nous étions de conditions modestes. Ton papa était bonnetier. Oui, on vendait de la bonnetterie. Il était de conditions modestes. C'était un appartement dans le quartier des Canuts de la Croix-Rousse, dans la rue Baudin. Et donc, ils ont fouillé et ils n'ont rien trouvé, enfin, surtout dans ma chambre.
ils n'ont rien trouvé, alors qu'il y avait un certain nombre de choses. Mais il y en avait, il y en avait très très peu, mais il y en avait. C'est d'ailleurs ce que j'ai encore et que je fais voir de temps en temps lorsque je m'en vais témoigner dans des écoles, ce qui m'arrive rarement, mais ça m'arrive tout de même. Alors je leur fais voir des faux Ausweis pour pouvoir circuler la nuit, des fausses cartes d'identité. On avait bien sûr les tickets d'alimentation, des fausses cartes d'alimentation. Enfin, j'avais encore un certain nombre de choses comme ça. Un petit musée à toi. Oui, j'ai encore mon petit musée que je remettrai un jour au mémorial, bien sûr. Et ta maman s'appelait Arditi, de famille. Oui, Arditi. Oui. Donc elle est d'origine turque, c'est ça? Non, elle était française. Française. Ouais. Non, mais alors ma mère, Arditi sont de Salonique. Ma mère est née française. Oui. C'était ce qu'on appelle une juive de Bayonne. Oui. Elle était normalement française. Tu n'entends pas? Ben voilà, maintenant vous allez entendre. Non, ma mère était française. Non, mais d'origine. Oui, enfin bon. Donc, c'était une juive de Bayonne, mais elle, ses parents étaient de grands terriens. Et bon, elle était pas à l'opposé de mon père, mais elle se trouvait dans cette position en ayant émigré de façon extrêmement difficile. Et ils vivaient donc en Turquie, ils faisaient du tabac, c'est ce que je sais, moi, des figues, un tas de choses. Et comme ma mère me racontait toujours ces histoires extraordinaires d'une très très belle maison, elle vivait son père avait construit une maison dans une ville qui s'appelait Orla, une petite ville, et dans cette villa où cette maison était tellement belle qu'elle est aujourd'hui l'hôtel de ville de la ville, n'est-ce pas? Et donc c'était de grands terriens qui ont été pratiquement ruinés par le phylloxéra. Tout à fait au début du XXe siècle, où pratiquement tout ce qui a été tout a été foutu. Ils étaient venus à Bordeaux chercher des plants de vigne pour tout replanter, mais bref, ce qui fait que ça n'a pas marché. C'était une famille modeste, en fait. Oui, quand tu nais, toi, c'est une famille modeste. Oui, moi, quand je nais, voilà, c'est ça. Mais elle était elle venait d'une famille de bourgeoisie terrienne. Terrienne, tout à fait. Et tu n'as jamais été élevé dans le judaïsme, je crois, si, un peu? Écoutez, j'ai jamais été... Mon père était extrêmement croyant. Oui. Il connaissait, je crois, pratiquement la Bible par cœur. Oui, il connaissait bien. Mais il ne m'en parlait jamais. J'ai été aux éclaireurs israélites de France, mais je n'ai jamais vu je ne sais pas je ne sais pas comment l'expliquer. Je n'ai jamais eu de rapport très proche avec la religion. Alors, bon, j'ai été donc aux éclaireurs israélites de France. Alors, ils suivaient. Enfin, c'était vraiment quand même dans une organisation libérale. Hein. C'était une organisation libérale, certainement beaucoup plus libérale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis c'est tout. Hein. D'accord. Quand tu arrives, tu vas prendre la route pour Drancy. Hein. Tu vas prendre la route pour Drancy. Alors je prends la route pour Drancy. Là, on n'est pas dans des wagons à bestiaux, on est dans des wagons... Nous sommes le 25 janvier. C'est ça, dans un wagon ordinaire. Alors, il y a, je sais pas, on part une vingtaine ou une trentaine maximum. Moi, je raconte comment j'ai hérité de partir avec des menottes. Et c'est ainsi que j'arrive à Drancy. Donc, on part le soir. Vous savez, entre Lyon et Paris, à l'époque, un train mettait entre 8 heures minimum, c'était les rapides. 10 heures, c'est à peu près 10 heures, 12 heures, quoi, pour faire les 500 kilomètres qui étaient de l'un et de l'autre. Et lorsqu'on arrive à Paris... Le train était surveillé et plein de flics et plein de militaires. Non, c'était militaire. Hein. C'était militaire allemand. Hein. Et là, c'était un wagon avec des militaires allemands. Alors, c'est évidemment le compartiment était fermé.
Et lorsque j'arrive à Paris, je suis étonné parce que on nous fait monter dans les autobus de la RATP avec la plateforme ouverte à l'extérieur, ouverte à l'extérieur. Et puis, pratiquement, il n'y a pas de surveillance. Je me dis, c'est pas possible. Je dis, mince, alors, on devrait pouvoir foutre le camp. Et alors, il y en a qui ont essayé? Non. Non. Et en fait, là, j'ai omis de dire, si on veut être tout à fait précis, lorsque nous sommes à Lyon, avant de prendre le train, là, comme je viens de vous dire, dans la gare de Lyon, il y a un de mes camarades qui était scout et qui était dans le même transport que moi. Il a voulu écrire à sa petite amie, il s'appelait Sabine d'ailleurs, je me souviens très bien, et balancer ça par le camion. Le camion, on était dans un vrai camion militaire. Alors entre là-bas, chez lui, façon avoir une lettre en disant c'est la bouteille à la mer. Oui. Si quelqu'un l'envoie, ben, il enverra peut-être la lettre. Alors le quelqu'un n'a pas pu le voir, c'est que derrière, il y avait une voiture de la Gestapo qui suivait, et même deux voitures, c'était des tractions avant. Et en définitive, ils se sont immédiatement rendus compte que ça. Donc, ça a fait l'objet de magnifiques baffes d'arrêt qui a fait ça, etc. Lui, il s'est dénoncé. Et il s'est retrouvé, lui aussi, avec des menottes au poignet pour partir. Donc, on était soudés l'un à l'autre pendant tout le voyage. Et la Sabine n'a jamais eu cette lettre? Ah, et Sabine, je pense que Sabine n'a jamais eu de lettre. Ton camarade, malheureusement, n'est pas rentré de déportation. Et le 26 janvier 1944, donc 18 jours après ton arrestation, tu as la rencontre de ta vie, si j'ose dire. Elle est là. C'est Liliane. Tu croises Liliane à Drancy. Oui, mais ça se passe d'une façon un peu différente. Hein. Enfin, je ne veux pas très loin. Un petit peu. L'arrivée à Drancy, il y a des dortoirs, je sais pas comment il faut les appeler, d'hommes d'un côté, des femmes de l'autre. Si, oui. Bien sûr. Et on va appeler ça ma chambrée. Dans la chambrée où je suis, je rencontre deux jeunes garçons, Henri et René Badour. Un était en culotte courte et habillé en scout. Alors j'en revenais pas. Habillé en scout. Il a 13 ans. Il a même pas 11 ans. 11 ans. Et il a 11 ans. Il a 11 ans. Et l'autre, René et Henri a 17 ans. Henri a 17 ans. Et je les vois avec des insignes de Scouts de France. C'est-à-dire, normalement, la croix de Scouts de France. Et je leur dis, vous êtes catholique? Alors ils me disent, oui. Ils me disent, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, il dit, on est venu nous chercher. On est là, mais d'où venez-vous? On vient de Biarritz. On vient de Biarritz. Et puis nous sommes avec notre sœur. Bon, bien sûr, jeune scout, petit scout, je les prends, je ne veux pas dire sous ma tutelle, que puis-je faire? Mais bref, je m'occupe d'eux autant que possible. Et bien sûr, je les fais parler, ils me parlent de ce qu'ils sont, de ce qu'est leur père et de leur histoire. Et ils me disent, nous sommes orphelins de père et de mère. Et donc, nous avons été recueillis par notre grand-père qui s'appelle Jaffé et qui a un petit hôtel. Et nous sommes là. Notre père est mort, il avait 40 ans, en 1937. Il avait été gazé pendant la guerre de 14 et il est mort décédé des suites d'une maladie pulmonaire, des suites du gazage de la guerre de 14. Et leur maman est morte la même année dans un accident en Espagne. Bon, donc ils avaient été recueillis par les grands-parents juifs qui étaient là. Et alors, c'est là où ils me disent, bien sûr, il y a notre sœur qui est avec nous. Et je vois venir tout d'un coup une jeune fille qui est éblouissante.
et qui me dit vous savez, est-ce que vous voulez bien vous occuper de mes deux frères, Henri et René? Vous savez, je peux pas, comme vous le savez, je peux pas être là, etc., etc. Alors, je leur dis, bien sûr, je peux m'occuper d'Henri et René. Bien sûr, d'ailleurs, je m'en occupe, on a l'occasion de discuter, etc. On me raconte l'histoire. Et là, c'est le coup de foudre. Ah oui. Le jeune homme qui d'un seul coup rencontre une fille tout à fait extraordinaire, enfin pour lui tout à fait extraordinaire. Non, pour tout le monde. Bon, c'était heureusement que tout le monde n'est pas la même chose, parce qu'on aimerait tous la même femme. Alors donc, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Quoi? Et puis on raconte une histoire qui en réalité n'était pas la vraie, la bonne, et que l'on a découvert, que j'ai découvert parce que pour écrire le livre, et avant même, nous avons fait des recherches extrêmement sérieuses de tous les côtés pour savoir comment les choses se sont passées. Et là, c'était vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment horrible. Je vais expliquer. Henri et René, le grand-père, Henri et René, les deux enfants, et Liliane, sont donc les parents au nom de, je dirais, de la loi de l'époque, sont considérés comme non-juifs. Ils sont considérés non-juifs, pourquoi? Parce que leur père est pur arien et qu'ils ont été baptisés en 1937. Donc, ils rentraient dans le cadre des gens non-juifs. Bien. Et puis, il se trouve que le grand-père Chaffé, je disais tout à l'heure qu'il était hôtelier, qu'il y avait un petit hôtel, il avait été, lui, nanti d'un commissaire gérant, et par conséquent, avec tout ce qui s'ensuit, et son notaire, d'une façon intelligente, lui avait dit, mais au regard de la loi, vos petits-enfants n'étant pas juifs, eh bien, je vous conseille, on va faire une donation de votre immeuble, c'était un petit immeuble, un petit hôtel, on va faire une donation de l'immeuble aux enfants Badour. Alors, ainsi fut dit, ainsi fut fait. Et j'ai amené la pièce authentique, donc j'ai pris la copie. Je crois que ça en vaut la peine de se rendre compte ce qu'a pu faire, ce qu'a pu faire un employé de Vichy. C'est vraiment très extraordinaire. Et jusqu'à présent, ce n'était pas ce qu'on m'avait raconté, l'histoire, mais la vraie histoire, c'est bien celle-là. C'est je ne vais pas tout vous lire, hein, faites pas de soucis. C'est le sous-préfet de Bayonne qui écrit au directeur général du service du contrôle des administrateurs provisoires au commissariat général aux questions juives. Et alors, je vous transmets sous ce pli l'acte de donation, un certificat de baptême du grand-père paternel et des petits-enfants de Jaffé. S'il est incontestable que les deux petits-enfants de Liliane, Armande Badour, c'est donc Liliane, René et Henri Badour, qui ont... René Henri, c'était le deuxième, qui ont deux grands-pères ariens et ont été baptisés en 1937, sont... j'arrive pas, j'en vois très mal, sont des ariens. Le troisième, René Armand Badour, qui n'a été baptisé que le 7 juillet 1941, doit être considéré comme juif. De ce fait, la donation faite par Jaffé n'arianise pas les immeubles considérés. Je fais procéder à une enquête pour établir quel est le lieu de résidence de René Badour, afin de le faire inscrire sur la liste des Juifs. Je vous tiendrai au courant du résultat, etc. Autrement dit,
s'est employé en faisant ça à assassiner ses gosses. Alors, ce qui a créé tout ça, c'est Liliane qui est là et qui s'est opposée fermement à leur arrestation parce qu'elle n'en croyait pas en disant je vais partir et puis ça va s'arranger, on n'est pas juif, etc., etc. Et en définitive, ils ont été arrêtés par la gendarmerie allemande. Ça n'a pas été les Français, c'était les gendarmeries allemandes. Et en définitive, ils ont ramassé tout le monde. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés. Je reviens maintenant à Drancy. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à Drancy tous les trois. Sans doute Liliane, qui était loin de toutes ces questions et surtout de la gestion du camp dont les choses se passaient, n'a pas pu dire où on en était. Entre-temps, le grand-père, bien sûr, même malade, s'était démené comme un grand, et il y a une assistante sociale qui s'appelait Madame Grandjean, qui s'était occupée aussi de dire « Mais comment vous avez arrêté ces gosses ?» et Liliane, alors que s'il ne devait pas être arrêté, il y a une réponse de la préfecture de Bordeaux, signée par M. Papon, enfin du secrétariat général Papon, et qui dit écoutez, effectivement, il apparaît que les enfants ne sont pas juifs et ne devraient pas être déportés. Cette lettre, elle est datée du 3 février, elle est arrivée certainement le 6 ou 7, et le 6 ou 7 février, les deux enfants étaient gazés. Oh. Donc, voilà, c'est encore une de ces choses dont, comme on dit, les petits faits, les gestes, les paroles, c'est par là où ça commence. Et des petits gestes qui sont rien ou qui apparaissent anodins, vous inscrire sur la liste, comme s'il s'agissait de liste, etc., vous conduisent à la mort. Donc, il y a eu quand même un baiser entre toi et Liliane. Elle sait pas. Eh oui. Non, je sais. Mais toi, tu sais. Oui, je sais. Alors, le baiser, c'est la chose suivante. Elle t'a fait languir, en plus. Oui, très. 1 an et demi. Un an et demi. Oui, alors nous, on a Nancy et nous sommes désignés pour partir. Les hommes, dont moi en particulier, on nous rase la tête, on m'a rasé la tête avant de partir de Drancy. Bon. Et moi, je dis à Liliane, on va partir demain. Est-ce que vous permettez, je dis vous permettez, mademoiselle, que je vous embrasse? Alors, bien sûr, c'était vraiment très platonique. Je souhaitais un baiser sur les 2 jours. Alors, elle me répond, oui, mais quand nous serons arrivés. Alors, c'était vraiment l'espérance, et cette espérance, elle a duré 1 an et demi, donc on va pouvoir en parler. Et vous voilà partis. Et vous voilà partis pour Auschwitz. Et nous voilà partis pour Auschwitz. Alors, partis pour Auschwitz. La seule différence qu'il y avait entre moi et les autres, elle était simple. La plupart de tous étaient partis avec leur famille, avec leurs enfants. Ils partaient parce qu'ils étaient juifs, et moi je partais parce que je savais que j'avais sauvé les juifs. Alors c'était autre chose. J'avais tout à fait un autre sentiment. Moi, j'avais pas de valise, j'avais rien. J'avais été arrêté avec mon petit manteau de l'époque. J'avais strictement rien. Donc, mais dans ma tête, c'était pas la même chose. Je me sentais, si vous voulez, sans exagération, comme un militaire qui est pris, et pas autre chose. Hein. Et toujours avec et je m'y attendais, donc c'était. Et pas... toujours ce sentiment de ne pas avoir peur. Tu n'as pas peur. Non, j'ai pas peur, non. Non, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas un sentiment de peur. Autant j'avais le sentiment, avant d'être arrêté, en disant... il faut, oui, parce que c'était une espèce d'angoisse permanente, en disant, faut pas qu'on fasse les idiots, et faire très attention. Une fois que c'est arrivé, on était dans le coup. On est au-delà de la peur. C'est ça. Je me suis dit, il faut se battre. C'était les 2 choses, il faut se battre. Il faut se battre pour vivre. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Et dès que tu arrives à Auschwitz, tu entres dans un monde qui est le monde organisé de la mort. C'est ça? Avec des hurlements des SS.
Ben, quand on arrive, tu racontes ça, vous racontez ça très bien. Quand on arrive à Auschwitz, vous avez tous entendu les problèmes de transport, les problèmes de difficulté. On va quand même pas les répéter. Non. Mais ce qui est tout de même étonnant, et je le dis toujours, et ce qui m'avait moi frappé beaucoup, c'était de voir les camions de la Croix-Rouge nous arrivions en ce moment-là, non pas sur ce qu'on appelle la rampe de Birkenau, c'était situé entre Auschwitz et Birkenau. C'était une déviation de la gare d'Auschwitz elle-même. Il y avait l'arrivée, elle se faisait là. Bon, inutile de dire que c'est une... Pour les femmes, les enfants, c'est vraiment un lieu extrêmement terrible. Et on dit ceux qui sont fatigués, les enfants, les femmes, pouvaient prendre des camions. Et prendre les camions, c'était on allait être tué. Exactement. Ceux qui sont fatigués peuvent prendre des camions. On ne les reverra jamais. Exactement. On ne les reverra jamais. Je le dis immédiatement parce que ça me paraît très important. Ce qui me paraît très important, c'est qu'il faut comprendre qu'après la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, les Juifs étaient tous destinés à la mort. Bien sûr. Alors il y a un petit nombre, qui sont allés soit dans le camp des hommes, soit dans le camp des femmes, parce qu'ils sont considérés par les nazis comme étant utiles. On est utile ou on est inutile. Et dès qu'on est inutile, on ne sert pas, on vous tue. De toute façon, tous les survivants, nous étions tous des morts en sursis. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Parfois, on entend dire « Ah, il n'y a pas d'anciens, il ne peut pas y avoir de témoignages de déportés parce que les vrais déportés, c'est ceux qui sont morts. » Mais nous étions tous des morts en sursis. Et tous ceux qui n'avaient pas la capacité de pouvoir faire travailler lorsqu'ils étaient au semi-épuisement et qu'il y a eu on en parlera peut-être, qu'il y a eu des sélections. Oui. Il y a eu des sélections dans le camp lui-même, n'est-ce pas? Mais elles avaient lieu uniquement pour les Juifs, hein, dans le camp. Alors, je crois qu'il faut le comprendre. Ça, c'est très important. Tu dis être néant, mais être néanmoins encore un peu. Dans la société mortuaire d'Auschwitz, nous sommes des condamnés, des êtres à tuer, des non-êtres. Exactement. Nous sommes des non-êtres au point où, dès qu'on n'est pas utile à quelque chose, si on n'est pas utile à quelque chose, on n'est rien. Et par conséquent, c'est une des raisons pour lesquelles, avec les Juifs, on a fait toutes les expériences médicales. On a vendu des femmes. Est-ce que vous savez qu'on a vendu des femmes? 200 femmes ont été vendues à Bayer à 200 marks pièce, n'est-ce pas, au mois d'avril 1943, et qu'elles sont toutes mortes. L'entreprise Bayer voulait faire des essais de soporifiques. Nous étions, comme disaient les Allemands, nous étions des stucs, c'est-à-dire des pièces. Des pièces. Des pièces. Donc, on n'est surtout pas des êtres humains, des pièces. Nous étions des non-êtres. Des non-êtres. Et alors, comment, toi, tu n'es pas tué? Parce que tu es utile. Exactement. C'est ça? Ben oui, bien sûr. On est le convoi qui est le mien, le convoi 67. Le convoi 67, ça correspond à 1240 personnes, je crois, ou 50, enfin peu importe, le chiffre à côté. Et là-dedans, il y a 166 hommes qui rentrent dans le camp des hommes, et puis il y a 49 femmes qui vont au camp de Birkenau. Donc la différence entre les deux, c'est-à-dire sensiblement 1000 personnes, sont gazés le même jour. Tous. Et très vite, dès qu'ils arrivent. Ouais. Et dès qu'ils arrivent. Je vois là, dans la salle, j'ai des camarades qui ont vécu à Birkenau et qui voyaient arriver. Moi, j'étais Auschwitz surtout, donc je les voyais plus arriver. C'était loin, Birkenau? 3 kilomètres. 3 kilomètres. Et l'assassinat se faisait à Birkenau,
et qui voyaient en permanence ces convois, qui ont vu, c'est d'ailleurs ce que décrit bien Simone Veil, ce que décrit mon amie Ginette qui est là. Il va être aussi, quand on voit tous les convois et les gens qui passent, qui vont avec leurs enfants, soit en les tenant par la main, parfois les enfants courent aussi, et ils rentrent dans l'aire qui est à l'extrémité, les 2 crématoires, ce qu'on appelle surtout il y avait 4 crématoires, les 2, 3, 4 et 5, et personne ne sort. Par contre, moi j'ai vu les fumées, les flammes, etc. Autrement dit, on est dans l'inimaginable. Et aussi, dans l'inconcevable. Dans l'inconcevable, l'impensé, l'impensable. Comme dit Charlotte Delbo. Oui, bien sûr. Nous sommes dans l'inconcevable. Dans l'inconcevable. Et toi, tu échappes parce que tu es utile, parce que tu sais bricoler, tu es mécanicien. Oui, enfin, j'échappe d'abord. Lorsque vous arrivez sur le quai, on voit un très très bel officier. Les officiers étaient, en fait, tous les gars étaient toujours impeccables. Ouais. Les Allemands étaient extraordinaires. Non, on vous regarde du simple geste de la main. C'est-à-dire tu vas là. Voilà. Autrement dit, il a une canne. Tu me sembles. Oui, il y en a qui ont des cannes, il y en a qui n'en ont pas. Autrement dit, vous semblez être sensiblement. On voyait, vous êtes utile, vous n'êtes pas utile. Alors, en fait, quand on approfondit, je crois, historiquement les choses, il y a aussi les besoins de l'industrie. C'est ça. En faut-il beaucoup, en faut-il peu? Il faut peu de femmes parce qu'en BTFI, on n'a pas tellement besoin de femmes. Vous vous rendez compte, il y avait autant de femmes que d'hommes pratiquement dans les convois et les enfants, et on ne prend que 40 femmes. Donc ça, il faut le voir, il faut le comprendre. Toi, tu vas à l'usine Union, ça s'appelle. Oui, alors là, c'était encore autre chose. C'est encore vraiment le coup de chance. Ouais. Alors d'abord, je rentre dans ce camp, et dans ce camp, le même jour, je rentre dans Auschwitz même, et je le dis tout le temps aux jeunes lorsque je vais à Auschwitz, je suis tout étonné de cette rentrée avec le bon Arbeitsmarktfrei, et on me dit le travailleur libre. Et je vois sur la gauche, en rentrant, il y a un bloc, et je vois des femmes, des femmes qui sont là et qui nous voient passer, qui semblent d'ailleurs rire, et qui paraissent en une forme assez éblouissante. Tu appelles ça le bordel? C'en est un. C'en est un. C'en est un. Alors c'est intéressant de voir un peu ce qu'est la vie aussi là-bas, comment ça fonctionne. C'en est un. C'est un bordel. C'est un bordel, mais pour qui, pourquoi et comment? Alors maintenant, on le sait après, attendez. Et donc, on nous emmène, et moi, on nous emmène directement, d'ailleurs tous, on va au bloc 11. Bloc 11, c'est vraiment le qu'on concerne pour les anciens déportés. Quand on va de bloc 11, ça nous frappe l'esprit. C'est le bloc de la mort. C'est vraiment la prison du camp où il y a toutes... certains d'entre vous sont certainement allés à Auschwitz et ont vu ce que c'était que le bloc 11 avec ce qu'il représente. Et on va là. On passe, je me dis, on est là. Je vois un camp qui est relativement vide. C'était vers le matin, vers 11h30 midi, je pense, j'en sais rien. Il n'y avait plus de montre. Plutôt, ma montre, je l'avais... Tu l'avais cachée. Oui, je l'avais cachée. Enfin, je raconte ça dans le livre. Bon, sans des détails, mais c'est important. Et il y a un officier SS qui était un jeune officier qui commence à donner des coups de cravache droite et de gauche. Et j'ai un jeune, quand je dis un jeune, c'est un garçon, il devait avoir 18-19 ans comme moi à l'époque. Il reçoit un coup de cravache, ça lui fait sauter l'œil. Je me dis, ça fait sauter l'œil. Le type, le gars, il avait l'œil qui pend. Et ça a été vraiment, je me suis dit, là, on est vraiment ailleurs. Et il y a eu une deuxième sélection. On nous a mis tout nus on est resté pratiquement, je ne sais plus, pratiquement 24 heures nus. Et
il y a une deuxième sélection. Et là, moi, j'avais, en faisant pas mal de sport à l'époque, je m'étais fait une déchirure ligamentaire au genou. Tu avais une genouillère. Et j'avais une genouillère. Et lorsque je me pointe, il y a j'appelle dans le livre, je les appelle les rayés, parce que je ne sais pas comment ça passe, d'autres gens qui sont déportés, qui sont là. Et il me dit, enlève ta genouillère, il faut tout enlever. Ah, je dis, mince alors, non. Moi, je n'enlève pas ma genouillère, c'est pas un vêtement, je suis à poil, mais on n'est pas ma genouillère. Enlève ta genouillère, il faut que tu enlèves ta genouillère. Je dis non. Bon. Et donc, à ce moment-là, on repasse une autre sélection. Et dans cette sélection, par conséquent, soit ils avaient pris trop de personnes, soit je ne sais quoi. Et il y a un certain... Et alors, quand on m'a une boîte, là, quand je passe devant le SS, alors évidemment, il me pointe évidemment les doigts à la genouillère. Je l'enlève, il me fait baisser, il me fait monter. Et puis, il me dit, quel est son métier? Alors je lui dis, élève ingénieur mécanicien. Bon, du coup, je reste dans la bonne file. Si par hasard, j'avais une petite défaillance, ou tout simplement, bref, une toute petite défaillance, à cause de ma genouillère, je me serais retrouvé. C'est le mot mécanicien qui les a... Je ne sais pas, c'est l'ensemble. Enfin, il a demandé en même temps ce que j'étais, donc je dis, donc je pouvais être intéressant. Ouais, j'étais assez bien baraqué, quoi. Donc à l'époque, voilà. Ça a été la chance proprement dite. Une histoire de fil, quoi. Voilà. De fil et de miracle. Et pour en revenir au bordel, pour expliquer ce dont il s'agit, c'est quelque chose qui a existé pendant une toute petite période également. Et pour les capots, n'est-ce pas? Pour les capots, et en particulier pour les capots ariens, bien sûr. C'était d'après ce qu'on a lu pour les histoires, c'est Himmler qui a souhaité qu'on soigne des capots pendant un moment. C'est le côté humain, dit. Oui, le côté humain. Très bien, on le félicite là où il est. Dans un camp où on mourait de faim, mais pas eux. Oui, c'est ça. Ils avaient en plus des putes. Pas mal. C'était, bon, je ne sais pas quel choix ils avaient. Il y a très peu d'écrits là-dessus. Oui, c'est peu que... Enfin, moi, je ne savais pas. Vous savez pas si les grands spécialistes ont écrit. Il y a très peu d'écrits, pratiquement rien. Les pauvres filles, je parle aussi. Et alors, et toi, tu continues à chercher Liliane? Ah ben, je cherche Liliane, bien sûr. D'abord, je rentre à l'usine. Tu rentres à l'usine? D'abord, je rentre à l'usine. Oui, merci. D'abord, je rentre à l'usine. Et je suis à l'usine, je suis frappé de voir une magnifique usine. C'est une usine d'armement. Ce qu'elle fabrique, j'en sais rien. Qui est là, à côté, dans le camp? Non. Elle est entre le camp d'Auschwitz et dans le camp de Birkenau. C'est ça. Alors, pour la petite histoire, alors là, c'est de l'histoire qui n'a rien à voir avec la mienne. Le camp d'Auschwitz-Birkenau est considéré et fait de 40 sous-camps. Il y a Auschwitz, il y a le camp de Birkenau, il y a Buna-Monowitz, il y a Boudi, il y a Vissowitz, etc. Il y a 40 sous-camps. Et Auschwitz, il y a une zone dite de responsabilité qui fait 40 km². Et c'est dans cette zone de 40 km² qui est normalement qui est entre une zone interdite et une zone normalement si elle est interdite, autrement dit, compte tenu des secrets qui se passent dans cette période-là. Donc, c'est vraiment une zone interdite. Donc, il y a une usine d'armement qui s'est installée là, où il n'y a pas de prisonniers, où il n'y a pas de civils.
Les seuls civils qu'il y a, ce sont des civils allemands, ce qu'en allemand on appelle les Meister, les contremaîtres, où il n'y avait même pas ou peut-être un ingénieur, il y avait, mais nous on avait affaire qu'avec des Meister. Et je me trouve donc moi là dans cette usine. Et moi, je dis que, bon, j'ai ingénieur mécanicien, alors ils nous font passer un test pour savoir ce qu'on était capable de faire. Ah oui. Alors, comme je passe brillamment le test, n'est-ce pas, il y a un SS fou qui me chope, qui me dit « Tu vas travailler avec moi ». Comme je ne comprends pas l'allemand, ça allait très très bien. Bon. Et il faisait des armes de poing, c'est-à-dire des pistolets. Il faut les faire en chrome nickel, c'est-à-dire dans un métal qui est de l'acier inoxydable. Et bon, moi j'avais faim. Il me faire un travail dans un établi, ne pas manger et travailler. On travaillait l'usine, les horaires d'usine, c'était 6h du soir, 6h du matin. Il y avait deux équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit. Une qui était de 6h du soir à 6h du matin et l'autre inversement. Et toi, tu étais laquelle? Dans ce temps-là, j'étais au jour, l'équipe de jour. Alors, je travaillais, donc j'ai travaillé 8 jours avec ce gars et évidemment, il m'a viré. Il m'a viré au bout de 8 jours en me foutant une tonnée magnifique. Et il m'a foutu à l'extérieur pour travailler, pour décharger décharger les barres de fer. J'ai passé je sais pas, 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement, de façon absolument épouvantable. Quand il fait 20 degrés et que vous n'avez pas de gants, et que vous n'avez pas de machin, et qu'il faut prendre des barres de fer qui vous collent à la main, et que... Bref, ça a vraiment été pour moi une période particulièrement difficile. Et là, entre-temps, j'avais rencontré, dès les premiers jours, un ingénieur grec qui s'appelait Jacques Strumza, qui avait fait ses études en France, et qui avait fait Supélec. Je lui dis, écoute, je fais Supélec, moi je fais Centrale, nanana. Bon, enfin bref. En plus, on est tout nous convergeait vers, bon, je dirais plus de sympathie, le passé, le machin, tout ce qu'on voudra. Alors je lui dis, Jacques, il faut absolument que tu sortes de là, mais je vais crever. Les SS, là, je sais pas, c'était un croate ou je sais pas quoi. Je vais crever, il faut absolument que tu te débrouilles à me faire rendre quelque chose. Alors, il se débrouille pour me faire rentrer de nouveau à l'outillage. Et il me dit, écoute, je vais te foutre avec un Polonais sur les gros tours. Et c'est ainsi que j'ai passé une période comme ça avec lui, comme je raconterai tout après sur autre chose. Et ça dure longtemps, ça? En fait, ça dure relativement longtemps. Oui. Ça dure relativement à peu près longtemps, à peu près jusqu'au mois de mai-juin, je crois, juin 44. Donc, je passe le mois de mars-avril, mais bon, c'est en juin 44. Et en juin 44, il me dit, tu sais, là, Tu viens d'avoir 19 ans à ce moment-là, puisque ouais, au mois de mai, tu as 19 ans. Voilà, au mois de mai, j'ai 19 ans. Bon, mais ça, c'est vraiment vraiment un anniversaire dont je ne me souviens même pas. Alors, mais tu vois, on est là pour ça. Alors, absolument pas. C'est celui-là, vraiment pas. Et, j'imagine. Et il me dit, tu sais, ton SS, là, il risque de devenir le SS de fou, et comme vous n'avez pas fait une bonne paire, tous les deux, ça risque... Et puis j'ai besoin, tu vas te débrouiller, tu vas venir, je propose, je vais demander à ce que tu travailles de nuit. En définitive, je dis, pourquoi pas. Alors moi, je veux bien. Et effectivement, ça a été pour moi magnifique. Franchement, parce que la vie, bon, il n'y a pas de miracle. Hein. On ne sort pas d'Auschwitz s'il n'y a pas une succession de chances ou de miracles. Moi, je travaille de nuit. Et bon, on travaillait de 6h du soir à 6h du matin.
Et là, je me retrouve avec deux gars tout à fait extraordinaires. Un gars qui s'appelle Milou Sayez et un autre qui était un Bordelais merveilleux, Marcel Léon, deux jeunes de mon âge. Et on se retrouve, on travaillait sur des tours. Donc moi, j'ai pas eu de mal à me mettre au courant des machines et tout. Donc ça, j'avais pas eu de problème technique. Et là, nous avons vécu d'une façon, je dirais, la moins mauvaise possible. La moins mauvaise possible, pourquoi? Parce que nous étions 50 personnes dans le camp qui travaillaient de nuit. Pratiquement personne ne travaillait de nuit. Ah oui. Ça, c'est important. Pratiquement, les appels difficiles qui pouvaient être longs ne l'étaient pas, parce que nous étions peu nombreux. Le matin, le matin et le soir. Comme nous étions décalés de tous les côtés, c'était le matin et le soir. Ça allait plus vite. Voilà. Alors, nous recevions nous recevions toutes les choses décalées, mais le soir, avant de partir, à 4 heures de l'après-midi, ils nous donnaient la soupe dont tout le monde avait droit et notre morceau de pain, puisque tout le monde... à Auschwitz, c'était immuable. On avait ce qu'on appelle la miska, c'est-à-dire le bol polonais d'un litre de liquide le matin, point à la ligne, qui pouvait être... L'un était de couleur café et l'autre était couleur du thé. C'est à peu près 1 litre. Et puis, il y avait une soupe à midi, 1 litre de soupe. Et puis, le soir, normalement, un morceau de pain environ 200 à 250 grammes de pain et une rondelle de saucisson ou un morceau de margarine. C'était alterné, soupe, margarine. Et alors, l'intérêt qu'il y avait de travailler de nuit, c'est que nous avions une soupe supplémentaire. La soupe supplémentaire, on avait une soupe supplémentaire à minuit. Une soupe supplémentaire à minuit, ça correspond pratiquement à 1/3 de calories en plus. Bon, c'est pas rien. Et par ailleurs, j'étais pas dehors quand il faisait très froid. Et en plus, on avait à peu près la paix. On avait à peu près la paix dans la journée, ce qui était pas mal. Donc, je dirais que ça me permettait de penser à Liliane. Eh oui, nous y revoilà. Ça me permettait de penser à Liliane. Et la manière d'y penser, alors là, ça a été évidemment, il y a eu toute une histoire qui était très, très difficile, parce que elle est à Birkenau, et moi, je suis à Auschwitz. Et j'ai besoin de savoir... Où elle est. D'abord, si elle est rentrée vivante, si elle est passée, si elle est à Birkenau, si elle y est ou si elle n'y est pas. Et je rencontre... c'était extrêmement... Alors, ce qui se passait, c'est qu'à l'usine, il y avait des femmes qui travaillaient, et elles venaient de Birkenau, et nous venions donc d'Auschwitz. Et nous nous rencontrions, nous croisions seulement. Et pour parler, c'était extrêmement difficile, puisqu'il ne s'agit pas de dire « Oh là, comment tu vas ?» On pouvait pas... rien n'était possible, hein, ce n'était pas le club Méditerranée, est-il de vous le dire. Et par contre, il y avait une possibilité qui était tout à fait étonnante. Les water dans l'usine, il y avait des water d'hommes et de femmes qui étaient faits, bien sûr, c'était pas des water fermés, hein, c'était une batterie de water les uns les autres. Donc il y avait une partie homme et une partie femme. Mais pour aller au water, moi je venais d'un côté et les femmes elles travaillaient de l'autre côté de l'usine dans ce qu'il y avait. Et je finis par rencontrer une fille tout à fait extraordinaire, Fanny Segal. Et Fanny, je dis Fanny, dis-moi, est-ce que tu connais une Liliane Badour? Je dis, moi je la connais pas, je sais pas. Et il dit, mais je vais me renseigner. Et donc, c'est par toute une série de superfuges comme ça, en se fixant des heures de rendez-vous, en essayant de trouver les mêmes heures, que
que nous... Elle me dit, ben oui, elle est là, elle va bien, enfin elle va bien, ça va, très bien. Et puis un beau jour, elle me dit, ben, ça va pas, elle est au Révire. Ah bon. Au Révire, c'est-à-dire l'hôpital du Clan, je sais pas, oui. Elle est au Révire. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris un abcès, elle a un abcès sous le bras, et donc ça ne va pas bien. Alors, je sais après qu'un médecin chèque, femme internée, bien sûr, parce que les médecins, jamais un médecin allemand n'a vu une internée, bien sûr. Soigner une internée, m'a vu, si, soigner, non. Ou ausculter, non. Et donc, on dit, et en plus, il y a une sélection qui s'est produite en avril, c'était la sélection d'avril 1944. Une terrible sélection. Et lorsque nous apprenons la sélection... Sélection, ça veut dire... C'est-à-dire que la sélection, c'est exactement comme à arriver. Alors, soyons clairs, ça se passe de la façon suivante. Il y a ce qu'ils appellent les Allemands Blocksperre, c'est-à-dire le bloc consigné, fermé. Le bloc est entouré... Le bloc est entouré de SS fermés. Et les médecins rentrent, n'est-ce pas, et font sortir tous les hommes ou toutes les femmes qui sont valides, et ils les font passer devant eux, ils font passer une autre sélection pour continuer de savoir, comme ils disent, ou dans leur jargon, ou dans leur tête, non pas pour décider ceux qui vont mourir, pour décider ceux qui sont toujours aptes au travail. Vous vous rendez compte le système, hein, comment ça marche, pour entendre. Et donc, dans cette sélection qui a été terrible, de cette sélection du mois d'avril, donc Liliane passe à ce moment cette sélection, et puis il y avait quelqu'un que j'avais connu avant-guerre, qui était le grand rabbin Hirschler, qui avait été le rabbin de Strasbourg. Et Hirschler, il se trouve que Jacques Strumza, encore lui, Jacques Strumza, avait pu le faire sortir d'un commando pour le faire rentrer à l'usine. Vous vous rendez compte ce qui se passe? Comment les choses peuvent se faire même dans ce camp. Et il se trouve que Hirschler, nous étions dans le même chalit, dans le même système de chalit. Donc en plus, on était très proches. Et il apprend que sa femme est prise dans la sélection. Donc Hirschler me dit c'est terrible, ma femme était prise dans une sélection. Et je ne sais pas par quel miracle, parce que il a reçu un mot de sa femme en disant j'ai été prise dans la sélection et je vais mourir. Et elle dit, alors autant que je puisse me souvenir, c'était vraiment des mots d'espoir et des mots de courage qu'elle lui disait. Et elle lui disait aussi, je me souviens très très bien, elle disait nos enfants ne sont pas en France, sont sortis de... Enfin, il n'a pas écrit le mot en France, mais enfin, nous savons que nos enfants pourront nous survivre. Et en fait, moi j'avais longuement... Hirschler m'avait dit, c'est une histoire assez curieuse. Hirschler m'a dit, tu sais, j'ai eu un entretien avec les plus hauts dignitaires de Rome, et ils ont pris mes enfants pour pouvoir les garder. Ben écoute, j'ai dit, écoute, heureusement que tes enfants sont moins sauvegardés. Et puis, bon, il a eu bien sûr, vous vous rendez compte, on sait qu'on est condamné à mort, on sait que ça, mais mourir, savoir qu'on va mourir et qu'on est condamné à mort parce qu'on n'est plus apte à travailler, ou considéré comme plus apte à travailler. Terrible, terrible. Et bon, donc Madame Hirschler a été malheureusement gazée. Liliane était de l'autre côté, elle est donc ressortie.
moi, entre-temps, comme nous avions eu des petits papiers, je dis à Jacques Strumla, toujours Jacques, je dis, écoute Jacques, il y a une fille, nanana, bon, qui est tout à fait bon, etc., etc. Et il me dit, je lui dis, écoute, comme elle connaît un peu de chimie, ça serait bien pour l'usine. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas la faire venir de Birkenau. Et il me dit, écoute, je vais voir, parce qu'on m'a demandé, il y a 2 jeunes étudiantes de Strasbourg dont on m'a donné les noms, et ça serait bien aussi que si je pouvais le faire. Et effectivement, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit. Il est arrivé à les faire venir toutes les 3. Et ça se passait au mois de juin 1944. Et lorsque elle est arrivée à la faire rentrer dans l'usine, moi je passais 2 jours, je passe de nuit. Donc je ne l'ai pas vue, jamais vue. Donc le hasard était comme ça, je ne l'ai jamais vu. Alors bien sûr, les bouts de papier, vous savez, pour faire passer un papier, il faut d'abord avoir un bout de papier. Papier, il n'y en a pas. Le moindre papier, il n'y a pas. Il faut un crayon. Le moindre crayon, il n'y a pas. Donc, il faut essayer de trouver à l'usine quelque chose d'un bout de plan, d'un bout de vieux plan qui est gras, etc. Il faut acheter un quignon de crayon. Je dis bien, c'était bien un crayon, quand c'était ça. Un arien, parce que eux pouvaient écrire une fois par mois, donc je ne sais pas comment ils se débrouillaient pour avoir un crayon, ils les achetaient, je ne sais pas comment, mais enfin, il y avait la possibilité. Donc on achetait justement la limite du système. Alors évidemment, les mots étaient extrêmement petits, c'est clair, mais c'était pour dire la difficulté qu'il y avait. Et il fallait aussi pas se faire prendre, parce que très souvent, il y a eu des gars qui se sont fait prendre. J'ai un exemple précis, là je ne vais pas en parler, c'est encore avec ce ton-là. Et donc, ils s'imaginaient que c'est des systèmes codés, qu'il peut y avoir des systèmes codés de tout ce qu'on voudra. Et ça devenait à ce qu'ils appellent un meldung, un machin, c'était absolument, ça pouvait être horrible. Donc, et c'est ainsi que je suis arrivé, nous sommes arrivés à faire rentrer Liliane à l'usine, qui, elle, avait passé tout son temps dans un commando qui était à l'extérieur, au Sun Commando, alors que moi, je vivais dans l'usine, et elle vivait à l'extérieur pour, j'allais dire, construire le prolongement de la voie ferrée qui était entre la rampe dont je vous parlais tout à l'heure, qui était entre Auschwitz et Birkenau, afin que les trains de déportés rentrent directement pour pouvoir arriver jusqu'à la chambre à gaz, jusqu'aux chambres à gaz. Voilà. C'était donc je la sortais on la sortait d'un endroit particulièrement difficile avec cet hiver-là. Vous ne vous voyez pas, en fait? Non, c'est pas vu. Du tout. Non, du tout. Bon. Non, pas du tout, sauf après, on va y arriver. Mais... Non, je sais, vous allez y arriver. Et même, ça dure pas mal de temps. Et il y a Noël 44, qui est pourtant une grande date. Oui, Noël 44, Noël 44, c'est une grande date. Oui. Enfin, c'est une grande date. C'est une date où je dirais qui était étonnante, oui, en ce sens que, notamment pour les chrétiens, ce passage à Noël, il y a eu un changement. Oui. Le soir, nous partons à l'usine. Le lendemain matin, un énorme sapin, et on rencontre un énorme sapin à l'entrée du camp. Un énorme sapin à l'entrée du camp. Et le soir, les choses changent. Pendant un moment... Une sorte de trêve magique.
J'ai une trêve magique, oui, qui est tout à fait la trêve Noël, vraiment, qui a été une trêve magique, qui se situe à peu près entre 6 heures du soir et puis 10 heures peut-être, entre 6 et 10 heures du soir. On a le droit de circuler dans le camp et de voir de voir... Il est absolument interdit de circuler dans le camp. Vous pouvez avoir votre frère dans le bloc opposé, vous ne pouvez jamais sortir du camp. Vous ne pouvez jamais sortir. Tout est interdit. On ne peut rien faire. Et ce jour-là, mais c'est possible. Et c'est même tellement possible que, au miracle, on nous donne du goulash. Pour la première fois de ma vie, il mange du goulash. Alors, mon ami hongrois, là, qui sait bien ce que c'est que le goulash, pourra le dire. Et bien sûr, le miracle, on se disait, où serons-nous? Enfin, je me disais... Tu pensais au Noël d'après? Moi, je pensais au Noël d'après. Je me disais, Noël 45, où serons-nous? Parce que, bien sûr, Radio Chiotte nous avait dit... Radio, comment? Chiotte. Chiotte. Ouais. Bon, chacun, c'est pas la peine de trop détailler ce dont il s'agit. Oui. C'est pas la peine de trop détailler ce dont il s'agit. On imagine volontiers. Ouais. Radio Chiotte disait, ils sont pas loin. Il y en a même qui me disaient, on entend le canon. Moi, depuis tout le temps, on entend le canon, moi je l'entendais jamais. À ce moment-là, j'étais pas sourdingue. Hein. Ça a changé depuis, mais là, c'était le canon, on n'entendait rien, mais bon. Et on s'imaginait bien que les choses avançaient, c'était pas possible. Nous savions que Paris avait été libéré. Nous avions même appris d'une façon... Par Radio Chiotte. Oui. Par Radio Chiotte. C'était... Paris a été libéré donc le 25 août. C'était... Bien sûr. Ouais, c'était Radio Chiotte, mais c'était juste limite parce que, en principe, les vraies informations que nous avions, c'était par les gens qui venaient de Paris ou d'ailleurs, enfin de Convoi de France ou d'un autre pays et qui disaient qu'il y avait des informations et qui nous les transmettaient. Et le reste était Radio Chiotte. Qui était Radio Chiotte, c'était le journal d'un meister allemand qui se trouve dans l'usine et pour lequel il voit des titres, où le truc est ouvert, où il y a un certain nombre d'informations qui peuvent passer. Or, nous avions eu cette information de la libération de Paris. Et vous vous rendez compte, en sachant qu'il y avait eu le débarquement, qu'il y avait eu la libération de Paris, et on se disait, mais c'est pas possible que ce soit... Mais que se passe-t-il? C'est pas possible. Le temps devenait infiniment long. Infiniment long. Et pourtant. Et pourtant. Oui. Janvier 45, que se passera-t-il à Noël prochain? Disais-tu en Noël 44, en janvier 45, c'est le départ d'Auschwitz. Oui, alors ensuite, c'est le départ d'Auschwitz le 18 janvier. Alors là, c'est le 18 janvier... Il fait moins 20. Il fait moins 20 et commence ce qu'on a appelé les marches de la mort et les trains de la mort. Période terrible. Période terrible, je crois, pour tout le monde. Alors, là aussi, je suis servi par la chance. Mon copain Milo, qui est extrêmement débrouillard, il y a beaucoup de petites histoires entre-temps, hein, qui est extrêmement débrouillard, est arrivé pendant une période où l'ordre nazi, pendant 3-4 heures, au moment où les gens, nous allions partir, c'est en somme des faits. Vraiment très très peu de temps. Il y a eu quelque chose qui... Et mon copain Milo, qui était débrouillard comme pas un, n'est-ce pas, a pu rentrer dans un magasin SS et a organisé une paire de bottes pour lui, une paire de bottes pour moi. Il a piqué des bottes neuves de cheval. Pas des bottes de machin, des bottes de cheval. Et les bottes pour faire pour le cavalier, aux chevilles, c'est extrêmement dur. Et il me dit, écoute, en fait, hein, moi je me suis trouvé une botte, voilà, celle-là, j'espère qu'elles vont aller. Parce que nous avions tous des chaussures, enfin des espèces de...
on va appeler ça des galoches, c'est-à-dire des chaussures à semelles de bois avec des tiges en toile. Et ça ne pouvait pas, on savait très bien que ça ne pouvait pas tenir en marchant. Alors il me dit, débrouille-toi, si tu peux te mettre ça, il faut. Il me fout mes bottes, il me donne cette paire de bottes, il ne veut pas peindre des bottes de cheval jusqu'en haut, c'est pas possible, de toute façon on ne peut pas marcher. Alors il y a, je crois que c'était un polonais non juif, bon, je sais pas, à ce moment-là, des choses sont apparues. Il y avait un couteau, on coupe la partie supérieure, mais les bottes sont trop petites. Pour moi, elles me font mal aux pieds, je ne peux pas rentrer. On ouvre la partie avant de la botte pour qu'elle puisse marcher plus facilement. Et puis, j'enlève mes chaussettes. Vous avez des chaussettes, on n'a pas des chaussettes comme vous et moi tout le temps. On a ce qu'on appelle des chaussettes russes. Les chaussettes russes, c'est un morceau de tissu, et puis vous mettez votre pied, vous savez, un petit peu comme ça, de l'autre côté. Autrement dit, c'est un bout de tissu, on n'avait pas d'autre chose, puisque là-bas, on n'a rien. Alors, comme il n'y avait pas de savon, pas de serviette, pas de machin, on n'avait rien. Pendant tout le temps, rien. Donc, j'enlève les chaussettes russes, et puis j'arrive à enfiler ces bottes. Elles me sont petites, mais je dis, pas de question. Je pense qu'elles se feront et je les garde. Et donc, c'est ainsi que nous partons sur les routes gelées. On nous donne un pain. Et... On voulait que vous alliez où? On ne sait pas. On ne sait pas. On marche. On ne nous a pas donné une feuille de route. Hein. Certes, non. Il n'y avait pas d'auberge de la jeunesse sur la route. Pas d'auberge de jeunesse. Alors, et tout de suite, en marchant, donc on passe pratiquement une nuit en marchant. Et sur la route, sur les côtés, des hommes et des femmes mortes. Les chevaux, des carrioles sur le côté, une véritable retraite impossible. Et puis on marche, et petit à petit, ce qui devait arriver arriva, ce que nous avions imaginé. Les chaussures, ceux qui avaient des galoches, en quelque sorte, impossible de marcher. Les tiges sont déclouées, sont parties. Certains ont pu prendre des couvertures et essayent de se mettre des couvertures autour du pied, toujours en marchant, parce que la marche est obligatoire. Et petit à petit, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Beaucoup d'entre eux ont les pieds qui gèlent, ont les jambes qui gèlent, et tombent comme en prière, et sont abattus d'une balle dans la tête par le SS en fin de colonne. Et vous continuez à marcher, Et moi, je voyais ça, je dirais, nous avions formé un petit groupe de Français. J'avais perdu mon copain Milou, je ne savais plus où il était. Alors, mon autre copain bordelais non plus. On avait un groupe et c'était tellement fatigant que le pain que nous avions emmené, on s'est dit, on a mangé un morceau, bien sûr, et on a dit, on va tous les mettre ensemble, et nous allons, on se relaiera à tour de rôle pour le porter. C'était tellement fatigant. Donc, nous avons marché, et moi je me disais, j'étais dans mon fort intérieur, je me disais, c'est la retraite, c'est comme la retraite de Russie, et me revenaient il neigeait toujours, la froide de bise sifflait sur le regard d'un inconnu. Bon, on n'allait pas de pain, on allait pieds nus, je pensais à ça, je disais, mais ça, c'est pas notre retraite, c'est la leur. Et c'est eux qui vont crever. En définitive, ça a été effectivement extrêmement difficile. Après avoir passé toute la nuit et une partie de la journée, nous sommes arrêtés dans une ferme.
ceux qui ont enlevé leurs chaussures, beaucoup n'ont pas pu les mettre, il y avait des chaussures qui s'étaient débrouillées, c'était comment, n'ont pas pu les remettre. Tous ceux-là ont été abattus, ne sont pas partis. Et moi qui j'avais gardé mes chaussures, sachant que cela devenait impossible, donc j'ai pu continuer le chemin. Et c'est ainsi que, après avoir repassé une nuit de ce genre, petite anecdote. Les SS étaient tellement fatigués, je les voyais avec leurs fusils parce qu'ils nous suivaient les uns les autres. Alors, mais il y en a qui avaient des valises, et leurs valises de quoi elles étaient pleines? Ils avaient pillé dans ce qu'on appelle dans le Commando Canada, il y avait des richesses. Je suis persuadé, c'était plein de choses en argent, en or, ou je ne sais pas quoi, qu'ils emmenaient avec eux. Ça ne pouvait pas être autre chose. Ça ne pouvait pas être des vêtements. Et il y en a un qui me fait porter sa valise. Impossible. Moi, je commence à marcher un peu, et puis au détour d'un chemin, c'était la nuit, mais c'était une nuit extrêmement claire. Vraiment, la lune prêta son pâle flambeau, comme dirait Atala. Vraiment, c'était... Et puis, j'abandonne sa valise, parce que moi, je me dis, je ne peux déjà pas me traîner, il faut encore que je porte sa valise. Moi, ce n'est pas possible. Et puis, je fous le camp en avant. Je vais en avant le plus possible pour essayer de m'en tirer. C'est ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, on essaye de retrouver un peu à manger, et notre copain, celui qui portait notre sac de nourriture commune, en dormant, il se les fait voler, ce qui fait que nous n'avions plus rien. Nous n'avons plus rien à manger. Donc le groupe de Français s'est défait. Et là, nous nous sommes retrouvés avec chacun pour soi et Dieu pour tous. Et là, nous avons pris c'était alors nous sommes arrivés, je ne savais plus si j'étais à l'Oslo ou à Gleiwitz. Je pense qu'en définitive, c'était à Gleiwitz. On nous a foutus dans des wagons charbonniers. Et dans ces wagons charbonniers, vous avez des parois, bien sûr, toutes froides. On était à l'extérieur, il faisait très froid. Des camarades avaient des camarades, dont un en particulier, le jeune Elie Namias, que je connaissais de Lyon, que j'avais rencontré. Je ne savais pas qu'il avait été déporté, avait les pieds gelés. Donc, la solidarité, j'ose dire que j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pris les pieds sous les aisselles pour essayer de décongeler, de le remettre un peu en état. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à un camp qui s'appelait Grosse Rosen. Donc ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une demi-journée ou une journée, je ne me rappelle plus. Mais je ne me souviens plus. Et donc, des morts qu'on a balancés qu'ils ont balancés par-dessus bord, parce que ce n'était pas moi. Et donc on arrive à Grosse Rosen, et à Grosse Rosen, on est entassé dans une baraque de façon incroyable, mais vraiment incroyable, pour y passer la nuit. Nous étions tous les jambes ouvertes, tous en file les uns dans les autres, et nous passons une nuit là. Bien sûr, on ne nous donne rien à manger, bien sûr, on ne nous donne rien à boire, on n'a rien. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? On nous fout tout nus, on nous fait sortir dehors, tout nus. On nous dit de nous déshabiller, et là, je suis persuadé qu'on va être gazé. Ce que j'ignore, c'est que là, il n'y a pas de chambre à gaz, mais c'est comme ça, j'étais persuadé qu'on allait nous gazer. Et on nous sort l'ensemble de nos vêtements, et on nous donne des vêtements civils. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on nous donne des vêtements civils? Et derrière ces vêtements civils, il y a une croix de Saint-André, et il y a écrit KL, Concentration Lager. Pourquoi? Pourquoi? Là, moi, de toute façon, j'hérite de vêtements, un truc qui se trouve à peu près correct.
un pantalon et une veste, et puis un gros ceinturon. Et on nous donne un pain. Et c'est ainsi qu'on retourne à la gare. Et là commence ce que j'appellerais la chose la plus terrible que je crois pour moi qui a été le con. C'est nous avons été entassés dans les wagons. Alors il y avait des wagons qui étaient des wagons ouverts, un train qui était constitué de wagons ouverts et de wagons fermés. Nous avions fait l'expérience des wagons ouverts. On avait dit, écoutez, il fait tellement froid, on va prendre des wagons fermés. Et nous rentrons dans des wagons fermés, un petit groupe de Français, et bousculés, vraiment entassés, je dirais véritablement comme dans des allumettes dans une boîte au possible. Imaginez-vous le métro en jour de deuil qui est plein, et vous restez là. Et on reste là pendant... on y est resté en tout pratiquement 7 jours comme ça. Et au cinquième jour, nous arrivons dans une... Enfin, entre-temps, un peu avant le 5e jour, comme nous étions sans manger et sans boire, qu'il n'y avait pas de tinette, il n'y avait rien. Complètement. Que nous étions des juifs et des non-juifs. Que l'on sait ou qu'on a poussé les uns par rapport aux autres pour avoir un peu de place. Il y avait dans ces wagons, je vais être très, 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 très méchant d'ailleurs, mais c'est la vérité, c'était comme ça. Il n'y avait aucune solidarité. Il y avait en même temps ce qu'on appelle les proéminentes, une partie de gars qui étaient des déportés qui avaient pris des fonctions dans le camp et qui par conséquent avaient des droits sur nous, qui étaient bien nourris. Donc ils nous ont poussés contre les parois pour qu'eux puissent se coucher, puissent s'étendre. Et là, on a commencé à se battre les uns les autres. Et puis, le temps a passé, 4-5 jours après, les camarades sont morts, mais mouraient non pas de faim, mais de soif. Mourir de soif, c'est terrible. C'est que vous avez des périodes d'hallucination, et puis des périodes où vous êtes bien, vous voyez des mirages, et puis d'autres, vous n'en avez pas. Et là, pour moi, c'est passé une chose extraordinaire. Et que je le dirais surtout s'il y a des chrétiens dans la salle, et je pense qu'il y en a, qui a été vraiment philosophiquement, qui m'a beaucoup marqué. Il y a un de mes camarades, il s'appelle Pierre. C'était un homme du milieu médical, très cultivé, et qui me dit, Raphaël, je vais mourir. Veux-tu, comme au temps des premiers chrétiens, me faire le signe de croix et me dire Pierre, je te fais catholique. Je te fais catholique. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. J'ai pris Pierre dans mes bras, je lui ai fait le signe de croix et je lui ai dit ce qu'il souhaitait. Pierre est mort quelques heures après, à côté de moi ou avec moi. J'y pense beaucoup, j'y pense souvent. Parce que c'est une réflexion qu'on peut se faire après avoir vécu tout ça. Donc, le train, ce train était devenu un tombeau roulant, pas autre chose. C'était presque la moitié du wagon était mort lorsque nous arrivons après, mais avant, que se passe-t-il? Nous arrivons dans une gare qui s'appelle Zwickau. Et à Zwickau, je suis sur le bord de ce wagon, vers la lucarne, et j'ai à côté de moi un ami très cher, plus âgé que moi. Il s'appelle Ernest. Et on voit
de jeunes qui se promènent sur le quai de la gare. Et ils avaient vraiment des bouilles de français. On s'est dit, c'est certainement des gars du STO. Et on essaye de crier, on dit à boire, à boire, à boire. Et ils nous disent, on ne peut pas vous donner à boire. Vous êtes à côté de la locomotive, et regardez, il n'y a rien à faire. Alors avec mon camarade Ernest, nous décidons, comme ça, d'un seul coup, on leur dit, on ne va pas crever ici, hein. Raphaël dit non, je lui dis d'accord. Si on saute du train, vous pourrez nous cacher. Nous ne savions pas où nous étions. Et nous imaginions, nous, que, compte tenu de l'évacuation, la guerre allait se terminer très très vite. Et que peut-être on pourrait nous cacher, c'était un miracle. Et donc ils nous disent, écoutez, effectivement, on va pouvoir vous cacher, si le train va partir et il ralentit, et très, très peu après là, vous sautez là, on viendra vous chercher le soir, restez-y jusqu'à la nuit. Eh bien, on n'a pas hésité, lui et moi. Et Ernest, donc le train est parti, nous avons sauté l'un après l'autre. C'est très haut un train, vous savez. Sauter pratiquement du toit d'un wagon de marchandises, il y avait de la neige, heureusement, nous nous retrouvons tous les deux intacts. Première des choses, bien sûr, on a tellement soif, on mange de la neige. J'ai dit à Ernest, si un jour on rentre, eh bien moi j'en mangerai avec du sucre. Ouais. Et puis tout ça n'a pas duré longtemps. Il s'est trouvé que nous sommes trouvés juste en face d'un garde-barrière. Il y avait l'organisation allemande TOT qui travaillait sur la voie. Donc nous avons été repris, une facilité bien sûr. C'était impossible de s'en tirer. Un vieux bonhomme nous amène chez le garde-barrière et puis le garde-barrière téléphone ensuite à la Sicherheitsdienst, c'est-à-dire à la police politique allemande. Et deux choupeaux arrivent. Après un certain temps, bref, ils nous demandent ce qu'on est, ce qu'on est juif. Et Ernest s'est abattu d'une balle dans la tête, il dit qu'il est juif. Moi, je dis que je suis né en Turquie et que je ne suis pas juif. Que je suis musulman, enfin bref. Et en définitive, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tué Ernest. Et moi, toujours le miracle, j'attends, je me dis, bon, ils vont me tuer, quoi. Et un SS est venu. Et cet SS, enfin, je vais court, m'a ramené au train, parce que sinon je suis là jusqu'à demain. M'a ramené au train. Et là, je dirais simplement ce qu'a dit le chef de convoi. Il lui dit en allemand, bien sûr en allemand, mais je dis en allemand parce que moi qui ne connais pas l'allemand, ça m'est resté à tout jamais dans Warum nicht Dialekt? Pourquoi tu ne l'as pas descendu? En parlant de moi. Et c'est ainsi que je me retrouve à Dachau. Et à Dachau, je suis sûr que je vais être pendu. Puis il se trouve que là, encore un miracle. Il y a le typhus. Il y a un typhus terrible à Dachau. On nous met en quarantaine. Et on ne voit plus de SS pendant toute la période de quarantaine. Et donc moi, je m'attends tous les jours, à tous les moments, à ce que je vais être pendu, parce que tout prisonnier qui s'évade doit être pendu et pendu devant tout le monde. Je suis persuadé. Et puis là, un beau jour, je ne sais pas pourquoi, là aussi, autre miracle, on m'appelle pour aller dans un autre camp, qui s'appelle le Waldlager, qui est un sous-camp de Dachau, et qui est vraiment, excusez le mot, une saloperie de camp, qui est terrible, où j'y ai passé toute la période de février à la Libération. Ce silence est celui de l'émotion. Non, mais c'est bien. Parce que
après, la chose s'accélère. Hein. Ouais. Ton récit est incroyable. Enfin, scandé par des miracles, illuminé par des miracles. Enfin, c'est incroyable. Enfin, tu te pinces par moments. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il a fait? Bon, miracle. Non, Miracle que tu fais, que tu es là aujourd'hui. Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Et vraiment, moi, j'étais bouleversé quand tu parlais. Inutile de te dire que j'avais des larmes aux yeux en t'écoutant. Et c'est formidable, quoi. C'est formidable. C'est comme si l'histoire nous traversait par sa présence là, ici. Comme si l'histoire nous traversait. L'histoire présente. Et tu étais là, et à travers toi, l'histoire est tellement de moments bouleversants et d'hommes que nous aurions aimés ou de femmes que nous aurions aimés, tellement sauvés et croisés. Bon, tu te retrouves en France, je ne sais pas comment, tu te retrouves en France, miracle aussi, tu te retrouves en France à l'hôtel Lutetia, on connaît tous l'hôtel Lutetia. Nous sommes le 10 mai 45, hein, et le fin juin 45, tu as une lettre de Liliane qui enfin se manifeste. Ben, enfin, elle a mis le temps, celle-là. Hein. Tu veux dire un mot de conclusion comme ça? Et après, si vous avez des questions à poser à notre ami Raphaël, vous pouvez évidemment le faire, parce que je crois qu'il faut qu'on rende la salle bientôt. Oui, donc, oui, voilà. ça m'arrête. Parce que sinon, tu te retrouves, oui, madame, oui. Enfin, à moins que tu veuilles terminer. Oui, ça c'est extraordinaire. Oui. Ouais. Ah, je vais quand même le dire, parce que c'est vraiment... si je raconte les miracles, il y en a encore deux autres en mode miracle. Et celui-ci est incroyable. Lorsque je dis les marches de la mort, nous sommes partis, la rangée d'hommes. Et puis, c'était donc la première nuit. Et à un moment, dans une route qui est perpendiculaire à celle des hommes, il y a des femmes se sont, je vais dire garées, se sont mises là en attendant que les hommes passent. Et qui je vois dans la première colonne, eh bien, en pleine nuit et en marchant, je vois Liliane. et j'ai dit, oh Liliane, oh Raphaël. Et puis, elle est passée et elle avait les oreillons à l'époque. Ben ça, si vous avez vu le livre, vous verrez, il y a un tas d'histoires. Et elle avait les oreillons à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai su qu'elle était aussi partie et qu'elle suivait J'ai eu encore d'autres miracles après ce que je vous ai dit, mais ça, c'est la suite. Bon, alors le retour. Le retour. L'hôtel Lutetia, le 10 mai 45. Oui. Où est Liliane? Ça recommence, où est Liliane? Et oui, bien entendu, où est Liliane. Mais tu vas la retrouver. Oui. Fin du suspense bientôt. D'abord, avant Liliane, il faut être honnête. Je vois, j'ai des cousins qui sont là et je suis ravi de les voir. Je vais chez mon petit cousin. Je vais chez un de mes cousins, savoir s'il était là et si mes parents étaient vivants, s'il n'y avait pas eu de choses. Et puis là aussi, la chance m'a souri. J'ai appris que toute ma famille était restée, était en état. Donc c'était le premier point qui me faisait plaisir. Et le deuxième point, ça a été de rechercher Liliane. Non, c'est clair. Mais enfin, il faut donner l'ordre logique et honnête. Voilà. Ce qui... bon, à l'époque, il y avait une fédération qui était la Fédération nationale des déportés résistants et politiques. C'était la première association qui a existé d'ailleurs relativement avant l'autre. Et c'est par là où j'ai écrit à Biarritz en demandant si Liliane Badour était rentrée. Et elle te répond. Je savais que les deux petits frères n'y étaient plus. Non, hélas. Et elle me répond en m'invitant à venir. Et donc. Après, notre pudeur nous empêchera d'en dire plus. Non, mais bien sûr. Bon, voilà. Et la vie a fait le reste. La vie a fait le reste, et toi, c'est une histoire incroyable que tu racontes, bouleversante,
dans ce livre, que je trouve, pour ma part, magnifique. Bravo. Bravo, vraiment à vous. Je ne sais pas si on a le temps de... Si quelqu'un veut... Je ne sais pas, c'est vous qui savez, chef. On a chacun nos chefs, tu vois. Pardon, quoi? Une ou deux, pas plus. Brigitte Bricou, j'appartiens à une fondation qui s'appelle, une association qui s'appelle la Fondation pour la Mémoire. Je voulais absolument poser une question à Raphaël. Je connais Maurice Kling, je ne sais pas si vous le connaissez, C-L-I-N-G. Oui, mais je le connais très bien. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Qui a à peu près eu votre parcours, mais il a été arrêté un petit peu plus tard, puisqu'il a été arrêté en mai 1944. Il est passé par Drancy avec ses parents et son frère, et il était au camp numéro 1, ce qu'on appelle le camp numéro 1 à Auschwitz, avec vous. Est-ce que vous vous êtes rencontrés là-bas, ou est-ce que vous êtes rencontrés après, sachant que ses parents, lors de la première sélection en arrivant à Auschwitz, ont été gazés immédiatement, et son frère Willy, qui avait à peu près votre âge à l'époque, 18 ans, a été pris dans une sélection au camp numéro 1 et il ne l'a plus retrouvé. Non, comme je le disais tout à l'heure, madame, rencontrer des gens, il y avait 18 000 personnes au camp d'Auschwitz. De toute façon, peu importe, je ne savais pas qui y avait dans le bloc à côté. Alors c'était tout à fait un hasard, on ne connaissait absolument personne. On ne rencontrait personne, sauf ceux qui étaient de votre entourage. Et je voulais dire aussi la chose suivante. C'est une expression que j'aime bien, mais qui n'est pas la mienne. Je l'ai trouvée, c'était le doyen Borne. Nous sommes les déportés, les témoins, une expression individuelle d'un destin collectif. Cette expression individuelle d'un destin collectif veut simplement dire qu'on a tous eu des parcours différents. Mais la finalité était toujours la même. C'était l'assassinat. Normalement, nous étions voués à la mort. Par conséquent, chacun a un parcours singulier. Le mien, il est avec ceci, l'autre est avec autre chose. Nous avons tous des parcours singuliers. Voilà tout ce que je peux dire. Une dernière question. Je rappelle, bien sûr... Oui, mais qui me dit bonjour? Je salue volontiers. Ah oui. Voilà, c'est moi qui ai le micro. Voilà, je m'appelle Verraccelli. En fait, ma question concerne les miracles dont vous parlez, la chance que vous avez eue. Et voilà, je me demande, en fait, si vous ne voyez pas dans tout ça, j'imagine que vous y avez pensé souvent, mais est-ce que vous ne voyez pas la main de Dieu, en fait voilà. Et la deuxième question que j'avais, c'est comment est-ce qu'on peut... C'est déjà une première question. Oui, j'avais juste une petite question, si c'est possible. Comment est-ce qu'on fait pour survivre à ça, pour sourire à la vie, voilà, s'envisager après avoir vécu Alors, question de la main de Dieu. Dieu, je ne l'ai pas vu à Auschwitz. Je suis un, et il y en a 1 million qui sont morts à Auschwitz. Si c'est la main de Dieu, ben, j'en suis ravi et je le remercie. Ça, c'est sûr. Mais je ne peux rien dire là-dessus. Je suis incapable de répondre. Quelle était la deuxième question? La deuxième question, c'est comment vous avez fait pour survivre? Ben, j'ai fait comme... Vous savez... vivre après. Nous savons... nous avons tous... Je ne suis pas le seul, donc je pense que tous les anciens déportés, nous avons tous le même... Nous n'avons pas quitté le camp. Oui. Il y a toujours... la pensée du camp. Non seulement la pensée du camp, mais un tas de choses qui nous rappellent. Je ne vois pas... Je crois que, comme moi, quand on a un morceau de beurre, quand on a une nourriture, si on jette de la nourriture, jeter du pain, c'est vraiment... C'est impossible.
C'est impossible. Moi, depuis 70 ans, je ne jette pas un morceau de pain. Ce pain, on le mettait tout le temps si on restait un pain dur, on le mettait à la campagne pour les animaux, éventuellement on le jetait dans la forêt, mais on ne jette pas de pain. Il y a toute une série de choses qui nous rappellent des bruits, des odeurs. Les choses ne nous quittent pas. Et puis surtout pendant toute la période qui a été encore, je dirais, plus proche. Moi, ça a duré 30 ans, alors d'une façon très très forte, au point où même dans ma profession, je devais aller en Allemagne, j'y allais pas, etc. Mais ça ne voulait pas dire que j'avais de la haine, ça ne voulait pas dire ça, mais c'était Non, plus vous fort dites que même moi. que vous n'avez jamais eu de haine. De la douleur, oui, jamais eu de haine. C'est très très important. C'est une partie de la réponse peut-être, je ne sais pas. Jamais eu de haine. Dieu, je ne sais pas, mais de haine, non. Et vous terminez en citant un de vos camarades qui s'appelle Sam Brown, et vous le citez. C'est ce qu'il écrit est absolument magnifique, je trouve, et vous le citez comme tel. Oui, nous tous, anciens déportés, qui en 1945, lors du retour des camps de la mort, espérions pour nos enfants une vie exempte de barbelés. Oui. Nous tremblons pour l'avenir de l'humanité devant le nombre sans cesse grandissant de miradors qui, comme des champignons vénéneux, poussent partout dans le monde. Et ça, c'est vous maintenant qui le dites. Faisons en sorte, jeunes gens, mesdames et messieurs, tous ensemble, de mettre à bas ces barbelés. C'est lui. Merci. Bravo. Merci.